Donc, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer notre cours de mécanique des sols. Et on rappelle, la version en anglais est disponible et le lien est dans le commentaire. OK? Donc, pour cette vidéo-là, nous allons essayer d'aller un peu en avant avec les chapitres numérodés du, de ce cours. Et il s'agit de origine des sols et granulométrie. Donc, dans ce chapitre-là, dans cette vidéo-là, on va parler de la partie numéro 7 du chapitre, analyse mécanique du sol. Donc, dans les vidéos précédentes, on avait parlé de tous ces points-là. Donc, après, on va faire une troisième vidéo qui va parler de ces deux derniers points-là pour boucler les chapitres. OK? Donc, analyse mécanique du sol. C'est quoi l'analyse mécanique là? Il s'agit donc de faire une analyse pour déterminer la gamme de taille des particules, le diamètre des particules d'un sol, en l'exprimant en forme de pourcentage, en fonction du pourcentage, en pourcentage du poids sec total, du poids total sec. Okay. Donc, il y a des méthodes qu'on utilise et pour faire la distribution granulométrique là, du sol. On utilise l'analyse par les tamis là, et l'analyse hydrométrique. Donc, l'analyse granulométrique là, c'est-à-dire l'analyse par les tamis, d'abord, c'est juste les tamis qu'on utilise en cuisine, voilà, qu'on superpose et on, on met l'échantillon de sol là-dessus. Donc, ce genre d'analyse-là, c'est fait pour les particules de sol dont le diamètre est supérieur à 0,075 mm. Donc, il s'agit de faire passer l'échantillon du sol à travers une série de tamis dont les ouvertures là font du plus grand au plus petit en allant vers le bas. Okay. Donc, et on mesure le poids du sol retenu sur chaque tamis. Donc, les tamis sont là, c'est comme un pile, un tas de tamis. Donc, plus vous allez en bas, plus l'ouverture là diminue. Vous voyez que ici, là, le tamis qui est en haut, les ouvertures sont assez grandes. Donc, on met et on fait passer le sol à travers ces ouvertures-là. Donc, d'autres vont passer, d'autres parties du sol vont passer, d'autres vont rester en haut comme ça. Donc, si chaque tamis, il y a des, des, des particules du sol qui vont rester, qui ne vont pas passer pour chaque tamis. OK? Voilà. Et on va mesurer après chaque tamis, qu'est-ce qui n'a pas pu passer. Après ça, on utilise ces résultats-là pour calculer le pourcentage des particules du sol dans des places de taille bien spécifiées. Donc, de telle taille à telle taille, et quel est le pourcentage du sol qui est retenu. Donc, ça, c'est en grosso modo ce que ça veut dire. On va parler de ça, de tout ça là en détail. Maintenant, l'analyse et l'hydrométrique là, comment ça va se faire? Ça, c'est ce que je suis en train de faire ici. Ça, c'est moi quand je faisais euh, la licence, niveau licence. Donc, l'analyse, c'est ça l'analyse hydrométrique là. Donc, cette analyse-là, c'est fait pour des particules, elle est faite pour des particules dont la taille est inférieure à 0,075 mm de diamètre. Donc, il s'agit donc de disperser l'échantillon du sol là dans de l'eau. On va disperser ça de telle sorte qu'on crée une suspension.
Donc, c'est comme si les particules la flottent dans l'eau. Et on utilise un hydromètre pour mesurer la vitesse de sédimentation des particules. À quelle vitesse les particules vont aller s'asseoir en bas. Donc, cette vitesse de sédimentation-là va nous fournir des informations sur la distribution granulométrique. Et ces deux méthodes, c'est-à-dire en utilisant les tamis, méthode de tamis et méthode de la distribution et méthode hydrométrique, l'analyse hydrométrique, ces deux méthodes-là vont nous fournir des informations précieuses vraiment pour savoir la distribution granulométrique du sol. Et c'est la méthode utilisée largement en géotechnique. D'accord? Et parlons maintenant de l'analyse par les tamis, là, de façon détaillée. De façon détaillée, comment ça se fait? Donc, je rappelle que c'est pour des particules dont la taille est supérieure à 0,075 mm de diamètre. Donc, pour effectuer cette analyse-là, par tamisage, l'échantillon du sol là, est soumise à une agitation à travers une série de tamis, comme j'avais expliqué. Donc, voici la série de tamis. On met l'échantillon du sol là-dessus et on secoue. OK? Les tamis là ont des ouvertures de plus en plus petites quand vous descendez. Plus vous descendez, plus les ouvertures deviennent petites. Donc, il y a d'autres qui utilisent des machines pour vibrer, pour secouer les tamis là. Il y a d'autres aussi qui le font manuellement avec les mains. Ils secouent les tamis. Donc, peut-être, c'est lié aux questions financières. Peut-être qu'ils n'ont pas d'argent pour payer les machines pour faire ça. OK, anyway, vous agitez et le sol va passer à travers, voilà, une partie du sol va passer et il y a une partie aussi qui sera détenue, comme ici par exemple. Cet tamis-là, cette partie du sol est retenue en haut. Donc, ça veut dire qu'il y a une bonne partie aussi qui est passée. Non, les numéros de cet ami-là, pour les standards américains, sont donnés ici. Vous voyez, numéro 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Chaque numéro correspond à une ouverture donnée. Okay? Donc, si vous vous demandez comment les numéros là sont donnés, c'est en fait le nombre d'ouvertures pour chaque inch, comment on appelle ça, inch même en français. Pour chaque ouverture, pour le nombre d'ouvertures de push, je pense que c'est pouce, inch en anglais, en français, et pouce, pouce au carré, c'est comme centimètre carré là, par exemple. Donc, pour chaque tamis, donc on mesurera le nombre d'ouvertures dans pouce carré là, vous obtenez des numéros. Par exemple, 4. Les numéros 4, ça veut dire que si vous prenez une pouce au carré, une pouce carrée comme ça, vous allez voir que il y a 4 ouvertures. OK? Il y a 4 ouvertures. Je pense que ça fait 2,54 cm. Un pouce, quoi. Ça fait... c'est les mesures américaines, quoi. Donc, un pouce, ça fait 2,54 cm. Donc, dans 2,54 multiplié par 2,54 cm, vous allez trouver que pour ça, là, pour nous, là, ça fait 4 ouvertures. Donc, c'est le nombre d'ouvertures
correspondant et inscrit dans ces carrés-là qui va faire donc le numéro du tamis. Donc peut-être ça va faire comme ça. Si vous prenez ça, là, ces petits carrés-là, vous voyez qu'il y a exactement 4 ouvertures là-dedans. Donc, on va dire que ce tamis-là, c'est le tamis numéro 4. Ainsi de suite jusqu'à tamis numéro 270. Voilà. Et ce tamis numéro 200 là est très important parce que vous vous rappelez, j'ai dit pour l'analyse par tamisage là, ce sont les grains, les sols dont les diamètres sont supérieurs à 0,075. Et ceux qui sont inférieurs à 0,075 là, ça c'est l'analyse hydrométrique. Donc, en réalité, les sols avec lesquels on fait l'analyse hydrométrique là, c'est les sols qu'on va obtenir en bas. En bas, c'est-à-dire l'échantillon qui sera tenu, c'est-à-dire les sols les plus fins. C'est cette partie-là on va prendre pour faire cette analyse-là. D'accord? Et l'analyse hydrométrique est vraiment efficace pour les sols qui sont surtout dans plus petit ou égal à ça, 0,05 mm. Donc, retenez seulement que c'est le sol qui va se trouver, la partie du sol qui va se trouver au fond de cet tamis-là. Cette partie-là qu'on prend pour faire l'analyse hydrométrique là aussi, c'est-à-dire mélanger avec l'eau et puis mesurer. Donc, là, voici un tableau de correspondance entre la norme américaine et puis la norme française, AFNOR. D'accord? Donc, la norme américaine, Société américaine pour les essais et les matériaux. So, American Society for Testing and Material. Et la norme française, Association française de normalisation, AFNOR. Voici une correspondance. Donc, les tamis numéro 4 pour les Américains, là, correspond au module 38, par exemple, de norme AFNOR. À peu près des correspondances. Donc, ici, là, les tamis qu'on utilise ont à peu près un diamètre de 203 mm. Ce diamètre-là. D'accord? Et avant de procéder à cette analyse-là, par tamisage-là, on va d'abord sécher l'échantillon en mettant l'échantillon au four. Et tous les grumeaux doivent être brisés en particules plus petites. S'il y a des blocs, les blocs là, on doit les briser pour faire plus petits avant de les mettre. Donc, le sol est ensuite secoué à travers la pile de tamis là, qui sont disposés par ordre décroissant. Il y a juste un récipient, une casserole qui est placée en bas là, pour recueillir les particules, pour être sûr que tout sera recueilli. Donc, même poussière là, ça doit être recueilli là-bas. Donc, après avoir secoué maintenant la masse de terre retenue, sur chaque tamis est déterminé. Donc, comme par exemple, les sols, on va dire les cailloux qui sont les blocs qui sont ici là, on va aller mesurer sur ces tamis. Donc, si on soulève ce tamis qui est en haut ici là, celui qui sera en bas là aussi, on aura une partie du sol, de l'échantillon du sol là-bas aussi. On part mesurer aussi. Donc, on pourra avoir la mesure du sol qui est retenu sur chaque tamis. Donc, les portions qui sont retenues là, sur chaque tamis maintenant, sont recueillies séparément, séchées à l'étuve et
leurs masses sont mesurées. On part peser chaque portion. D'accord? Donc, pour des cas, par exemple, des sols cohésifs, où il est vraiment difficile de briser en particules individuelles, là, souvent il arrive qu'on mélange l'échantillon du sol là avec de l'eau pour former, disons, une boue comme ça, une bouillie, une boue. Et cette boue-là, après, on va laver ça à travers les tamis. J'avoue que cette méthode, j'ai jamais fait. Mais ça, là, j'ai l'habitude de faire plusieurs fois. Donc, comment ça se passe, ça se passe exactement, étape par étape? Étape numéro 1, on va déterminer les masses. Donc, la masse du sol retenu sur chaque tamis sera mesurée. Donc, on aura M1, MD jusqu'à MN, par exemple. Et la casserole qui est en bas là aussi, on va dire ça, par exemple, MP. Donc, après sa deuxième étape, c'est quoi? C'est d'additionner toutes les masses là pour avoir la masse totale de l'échantillon. Donc, si vous additionnez toutes les masses qui sont recueillies dans tous les tamis là, on va avoir la masse totale de l'échantillon. Après ça, troisième étape, on doit déterminer la masse cumulée de terre retenue au-dessus de chaque tamis. Voilà. Pour la IM tamis, par exemple, pour le IM tamis, par exemple, si on prend, pour avoir la masse cumulée, là, ça va faire M1 plus MD jusqu'à MI. Donc, si je prends un tamis au milieu ici, par exemple, donc, tous les tamis qui sont en haut, au-dessus de celui-là, de ces tamis-là, je dois additionner toutes les masses. OK? Après avoir additionné, j'aurai donc la masse cumulée de cet ami correspondant. Par exemple, si je prends cet ami qui est en haut ici, la masse cumulée de cet ami-là, ça sera seulement la masse de ce sol que vous voyez ici. Parce qu'il n'y a aucun autre ami au-dessus. S'il y en avait, on allait ajouter les masses des contenus de cet ami-là qui sont au-dessus aussi. Mais il n'y en a pas. Okay? C'est ça qu'on appelle la masse cumulée. Après avoir eu la masse cumulée là maintenant, vous pouvez avoir les passants. Parce que si c'est ce qui est retenu, par exemple, la masse cumulée là est ça, c'est que ce qui est retenu là, pour avoir ce qui est retenu, si c'est ça qui est retenu, pardon, pour avoir ce qui passe, vous faites la masse totale moins ce qui est retenu. Par exemple, si on veut savoir cet ami qui est en haut ici, là, si on veut savoir la masse du sol qui est passé, masse du sol passant de cet ami-là, on va faire la masse totale de l'échantillon moins ce qui est retenu là. C'est ce que vous voyez en haut ici. Maintenant, si je prends un autre tamis en plein milieu des piles de tamis là, pour avoir la masse qui passe par cet tamis, je vais faire la masse totale moins la masse cumulée qui est en haut de cet tamis là, le total cumulé qu'on avait calculé ici là. Donc, c'est ce qui fait que ça fait M total, la masse totale, sigma, masse totale, moins la masse cumulée là. Vous voyez M1, MD, MI, M1, MD, MI. Voici comment on obtient la masse des passants là. Okay? Donc, si on a cette masse maintenant, on peut calculer le pourcentage en faisant juste la masse du passant, cette masse-là, qu'on a cette formule-là, divisé par la masse totale, et on multiplie par 100. Voici ça. Donc, la masse de ce qui est passé, on a calculé ici, divisé par la masse totale. On connaît la masse totale, c'est ça. Et vous multipliez par 100.
Et ce pourcentage-là est vraiment important parce que c'est ce pourcentage-là qu'on va utiliser pour faire une courbe après. En utilisant un pourcentage des passants pour faire la courbe cotanmétique. Donc, pour analyse avec les tamis là, tamisage là, une fois qu'on a franchi l'étape numéro 4, c'est-à-dire on a tous les pourcentages là, pourcentage des passants pour chaque tamis, c'est-à-dire chaque ouverture, ok, on a des tamis. Les ouvertures là, les numéros des tamis, on vous a montré. Donc, si vous avez le pourcentage des passants de chaque tamis, on peut maintenant tracer une courbe sur un papier quadrillé là et semi-logarithmique. Avec les pourcentages là, les pourcentages des passants là, ça sera placé en ordonnée. Et la taille, c'est-à-dire l'ouverture des tamis, on va placer ça en abscisse. Et ça sera en échelle logarithmique. Pour l'arc des ordonnées, c'est-à-dire les pourcentages là, ça sera juste échelle arithmétique. Mais pour l'arc des abscisses, ça sera échelle logarithmique. Donc, vous allez obtenir quelque chose comme ça. Vous voyez? Donc, par exemple, on a ici plusieurs sols. Sol A, sol B, en rose là, sol C, sol D en bleu, et puis sol E. Pour dire que cette courbe-là va vraiment, la courbe, c'est comme l'identité du sol. Chaque sol va donner une courbe différente. Si vous changez de sol, ça va donner une courbe différente. Et si c'est le même sol, normalement, vous devez obtenir la même courbe. Donc, si vous avez un camion, un track qui envoie du sol sur votre sentier, par exemple, et vous prenez un échantillon de ce sol, vous partez, vous faites la courbe que vous allez obtenir là. Si vous repartez le même sol, vous prenez un autre échantillon, normalement, vous devez obtenir à peu près la même courbe. Voilà. Ça sera identique pour les mêmes sols. Et cette courbe-là nous donne tellement d'informations sur les sols. On aura beaucoup d'informations sur les sols en utilisant les courbes granulométriques. Donc, en fonction de la forme, on peut savoir le coefficient d'uniformité. Est-ce que les graines qui sont dans ces sols-là sont tous uniformes, de même taille, ou ça varie vraiment grandement? Ce que ça veut dire. Si vous prenez par exemple, ici vous voyez, en fonction du diamètre, on peut savoir, par exemple, au début, on vous a montré dans les tableaux, en fonction du diamètre, on peut classer les sols là pour dire que c'est des graviers, ou bien c'est des sables, ou bien des l'argile, ou bien des limons. Donc, ici, par exemple, en se basant sur le diamètre d'ouverture, on voit que ici c'est des graviers et puis sable, et là c'est limon. Et ça, je rappelle que c'est pas norme américaine, ça c'est norme française. Mais l'objectif ici, c'est de vous faire comprendre seulement et comment ça marche en fait. Donc ici, ce sol est là par exemple, si vous voyez, c'est seulement dans la partie des sols fins, limon et puis argile. Pour dire que ce sol-là, il n'y a pas de sable, pas de gravier dedans. Par contre, si vous prenez le sol A, par exemple, vous voyez qu'une bonne partie de ce sol-là, c'est limite dans gravier et puis sol. Donc, il y a peut-être une petite portion de sol fin dans ce sol. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'informations que la courbe donne et prochainement, on va voir comment exploiter cette courbe-là, en fait. OK? Donc,
cette courbe-là, on l'appelle courbe de distribution granulométrique. Courbe de distribution granulométrique. Ou bien juste la granulométrie. OK. Donc, on va passer maintenant à l'analyse hydrométrique, là. Comment on fait cette analyse-là en détail, quoi. Donc, on réalise cette analyse-là sur la base du principe de sédimentation des grains du sol dans l'eau. C'est ce que j'avais expliqué ici dans cette photo. Sédimentation, ça veut dire que les particules là vont aller se poser au fond de ce tube-là. OK? Voilà. Maintenant, le problème, c'est que les particules ne vont pas aller à la même vitesse si les tailles sont différentes. Donc, lorsque l'échantillon du sol là est mélangé dans de l'eau, les particules se déposent à des vitesses différentes. Et les vitesses avec lesquelles ils vont aller se déposer là, cette vitesse sera influencée par leur forme des particules, la taille des particules, le poids des particules et la viscosité de l'eau, du liquide. Donc, pour simplifier, pour ce qui concerne la forme là, on va considérer que c'est la forme sphérique pour toutes les particules. Et à partir de cet instant, on peut utiliser la loi de Stokes là pour déterminer la vitesse de sédimentation. Donc, cette loi de Stokes là est dans cette équation, relie la vitesse de sédimentation à la taille de la particule, viscosité du fluide, et la différence entre les densités, densité du sol et densité du fluide. Ici, c'est l'eau qui est la densité, qui est le fluide. Donc, voici une définition. Bon, ça c'est en anglais, hein, mais voici les définitions en français ici aussi. Donc, je remets ici la formule là, parce qu'on aura besoin encore. Ici, si on a dans cette formule, si on veut tirer le diamètre D, on peut faire racine carrée, non? De tout ça. D'abord, on va diviser ça par V et on porte racine carrée. Maintenant, V, la velocity là, la vitesse là, c'est tout simplement la distance divisée par temps. V, c'est distance divisée par temps. C'est-à-dire la distance que la particule va parcourir de en haut jusqu'en bas. On va expliquer elle là, après la distance là, après. Très, très bientôt, tout de suite. Donc, divisé par le temps pour avoir le V. OK? Et si on considère, vous vous rappelez la gravité spécifique là, on a défini ça dans la première ou deuxième vidéo là de ce cours là. Et c'est le rapport entre la densité des particules et la densité de l'eau. Donc, c'est comme si vous prenez la densité du sol divisé par la densité de l'eau pour avoir la densité spécifique, là, la gravité spécifique. Donc, on peut dire que la densité des particules, là, ça fait gravité spécifique multiplié par la densité de l'eau. Donc, on peut remplacer ça là par celui-là. Okay? On remplace. Si vous remplacez ρS là par gravité spécifique multiplié par rho de l'eau, vous allez pouvoir factoriser par rho de l'eau. Et vous allez avoir quelque chose comme ça. Voilà. Parce que ici, ça va être en ce moment gravité spécifique multipliée par rho de l'eau. Donc, vous pouvez factoriser par rho de l'eau. Donc, mais rho de l'eau, si vous faites ça,
En utilisant maintenant les unités de mesure, qu'est-ce qu'on peut dire? Unité de mesure, là, la viscosité, là, c'est gramme seconde en centimètre carré. Les rho, maintenant, la densité, c'est gramme par centimètre cube. La distance en centimètres. Le temps en minutes. Maintenant, nous voulons temps en secondes. Pourquoi on doit convertir le temps là en secondes? Parce que ici, la viscosité là, c'est grammes secondes par centimètre carré. Donc, soit on convertit ici en minutes, soit on convertit ça en secondes. Mais il faut que le temps soit pareil. Donc, on multiplie par 60 là, c'est pour convertir le temps là en secondes. Et si on calcule avec ces unités là, ce qu'on va obtenir comme diamètre, ça sera en centimètres. Mais comme nous voulons diamètre en millimètres, il faut diviser donc par 10, d'où la division par 10. Donc, voici de façon simplifiée ce qu'on aura. Donc, avec cette formule, L en centimètres et T en minutes, on peut sans problème trouver le diamètre. Maintenant, si nous considérons que ρ de l'eau, le poids volumique de l'eau, c'est connu. Si on considère que c'est à peu près 1 gramme par centimètre. Donc, on peut remplacer ça, là, le ρ qui est là, ρ W, W là, par 1. Donc, on aura ça divisé par ça. Et donc, on peut écrire que le diamètre là égale à ça avec K égale à ça. Donc, c'est comme si on a pris K, comme ρ là est 1 là. C'est comme si on a pris ça là. C'est le K là comme ça. K multiplié par racine carrée de L sur T. Voilà. K multiplié par racine carrée de L sur T. D'accord? Je remets ça ici parce qu'on en aura besoin. Donc, gravité spécifique et puis la viscosité là, ces deux là dépendent de la température de l'essai. Donc, si votre essai est avec une température élevée ou une température basse, ça va affecter un peu. Donc, il faudra corriger ce que ça veut dire. Donc, voici ce tableau-là qui donne les valeurs des K. Ce K qui est là. En fonction de la température et en fonction de gravité spécifique. Donc, en laboratoire, les gens utilisent 50 grammes de l'échantillon chaud au four du sol. Et souvent, il y a des gens qui utilisent aussi 100 grammes pour faire l'analyse hydrométrique. Donc, ils utilisent un tube, un cylindre de sédimentation. C'est ce cylindre-là qui est là. Les cylindres-là, ce sont des cylindres qui sont... Donc, ce cylindre-là a pour ces dimensions-là hauteur de 457 mm, diamètre 63,5 mm, et il est marqué pour un volume de 1000 millilitres, c'est-à-dire 1 litre. Donc, souvent, j'utilise du sodium, l'hexamétaphosphate de sodium, là, dans les mélanges de l'eau et puis du sol, là, comme agent dispersant, pour disperser ça. Donc, après avoir mélangé l'eau, là, avec le sol, l'échantillon du sol, les 50 grammes ou 100 grammes, là, donc, ça sera comme une boue. Si vous mettez dans le tube, ça ne va pas atteindre les 1 litre là, peut-être. Donc, il faudra compléter avec de l'eau
de l'eau distillée pour augmenter le volume jusqu'à 1000 millilitres, c'est-à-dire 1 litre. OK? Donc, et densitomètre là, on va utiliser un densitomètre pour mettre, voici un densitomètre, pour mettre ça dans le mélange du sol et puis de l'eau. Donc, lorsque les densimètres là, et je disais quoi? Lorsque le densimètre est placé dans les mélanges, c'est-à-dire dans la suspension, à un temps t donné, et le temps là doit être mesuré depuis le début. Hein. Voilà. Ce densimètre-là va mesurer la gravité spécifique au voisinage de son bulbe. Ici, là. Il va donner la gravité spécifique autour d'ici. À une profondeur L. C'est L qui est là. L. Une profondeur L. Donc, à ce moment précis, là, T, là, les particules du sol en suspension à cette profondeur L, là, auront donc un diamètre inférieur à D, tel mesuré dans l'équation 5, là. Parce que les particules qui sont plus grosses, là, se seront déposées au-delà de cette zone de mesure. Ou bien, si les particules plus lourdes vont descendre plus vite. Donc, là, on est sûr que à un temps t donné, si on prend tous les particules qui sont mesurées là, tous les particules là, qui sont dans l'eau, en suspension là, auront un diamètre inférieur à ça. Cela dit au fait que les densimètres là, il va juste donner, il permet de mesurer la quantité du sol. C'est-à-dire, c'est seulement le sol, la masse du sol qui est encore en suspension. Ce n'est pas la masse qui est déposée au fond. Lui, il intéresse. C'est ça le rôle du densimètre. Lui, c'est ce qui est en suspension là qui l'intéresse. Donc, au temps T, les temps qu'on va passer, si je prends par exemple 5 minutes, donc à 5 minutes, le densimètre va me donner la quantité de sol en suspension à ce temps T là. Et en ce moment-là, je peux dire avec certitude que cette quantité de sol là, a des particules dont les diamètres sont inférieurs à T, à D, le diamètre obtenu avec les temps T 5 minutes là. Voilà. Parce que le densimètre, lui, il donne seulement pour les sols qui sont supérieurs à, pour les sols qui sont en suspension. Donc, on peut dire que les sols en suspension là, ont un diamètre inférieur à D. Parce que tous ceux qui ont un diamètre supérieur là, seront carrément en bas, forcément. Parce qu'ils sont plus grands de taille et plus lourds. OK. Donc, il est calibré pour ces densimètres-là, sont calibrés pour une gravité spécifique de 2,65. Donc, pour les sols qui ont d'autres gravités spécifiques, poids spécifiques, on a besoin d'apporter une correction. Voilà, donc il faut corriger. Souvent, le sol n'a pas ça. Donc, si on connaît maintenant le sol en suspension, ça c'est connu, c'est-à-dire la masse
la masse, puisque l'hydromètre va nous donner ça. Les sols en suspension, c'est-à-dire les sols, je répète encore, c'est la partie la plus importante. Les sols en suspension, là, ces diamètres sont inférieurs à D, qu'on va calculer ici. Voilà. C'est comme si on fixait ça comme des tamis, c'est comme si les diamètres, là, allaient passer chez ce tamis, là. C'est les passants de ce diamètre D. C'est ce que ça veut dire. Donc, on connaît les L aussi, et on connaît les T. Donc, en connaissant L et T, et puis K, on va venir mesurer le diamètre correspondant à cette quantité de sol en suspension. Donc, si on fait ça, on peut donc calculer le pourcentage du sol en poids plus fin qu'un diamètre donné. Parce que les cas là, il y a un tableau que je viens de donner, le tableau là, qui donne les valeurs des cas. Le L sera ici et le T là. Donc, la valeur de L et puis la valeur de L là va changer au fur et à mesure que le temps passe, avec le temps. Donc, l'analyse hydrométrique est efficace pour séparer des fractions du sol jusqu'à une taille d'environ 0,5 mm. Tout ça là, il peut séparer. C'est efficace pour ça. Donc, on a déjà la formule. Comment on va avoir le temps? Pour avoir le temps là, c'est simple. Il suffit juste d'avoir une montre, un chronomètre. Donc, il faut chronométrer. Dès le début si vous commencez votre expérience, vous démarrez les chronomètres aussi. Donc, à chaque moment, vous pouvez avoir le temps. Maintenant, comment obtenir les L? Pour les L, parce qu'on a besoin de L, de T et puis K. K est déjà donné dans les tableaux. T maintenant avec votre montre au début. Donc, ce genre de choses, ça peut prendre souvent jusqu'à lendemain. Ça prend du temps. Et L, avec ce tableau-là, vous pouvez obtenir les L. Donc, L, ça dépend de la lecture. Vous lisez sur votre appareil ici. Vous voyez que c'est gradué. C'est marqué là. C'est des marques ici. Vous lisez. Et chaque lecture, vous venez lecture isomètre là. Chaque lecture va correspondre à un L. Donc, si vous lisez par exemple 15, ça veut dire que L égale à ça, 13,8. Et la suite du tableau est là. Donc, je récapitule un peu les trucs. Si vous avez votre, cet appareil-là va vous permettre d'avoir la gravité spécifique. L'isomètre là va vous permettre d'avoir la gravité spécifique. Si vous avez la gravité spécifique, avec l'hydromètre, vous repartez ici. Je repars un peu en haut pour vous montrer. Voici. C'est l'hydromètre qui donne ça. Donc, G, avec votre température, vous pouvez avoir la valeur des K. OK? Donc, les K là, on peut l'avoir. Parce que l'hydromètre va vous donner la valeur. Le mesure de l'hydromètre va vous permettre de déterminer les G, la gravité spécifique. Et la température de euh, votre laboratoire, par exemple, si c'est à 25 degrés et que gravité spécifique est 0,2,65, vous pouvez dire que voici la valeur des K, par exemple. Maintenant, le L, le temps là, le temps d'abord, c'est la montre. Avec votre montre, vous pouvez mesurer. Une minute. Voilà. Donc, si vous avez le temps,
Vous utilisez maintenant les L là. Le tableau, c'est celui-là pour avoir les L. Donc, en ce moment, vous pouvez avoir les diamètres. Et les D, la quantité de sol aussi, vous connaissez. Parce qu'on vous a dit ici, pardon, ici, hein, je retourne encore. Les densimètres là, va vous permettre de mesurer la gravité spécifique. Ça, c'est un. Et aussi, l'hydromètre, la quantité du sol en grammes qui est encore en suspension. Donc, le densimètre va donner gravité spécifique. Et l'hydromètre, les hydromètres là, pour donner la quantité en grammes, la quantité du sol en grammes. Donc, si on a la masse et on peut calculer le diamètre, on peut dire que pour cette masse-là, les particules du sol ont le diamètre inférieur à ce diamètre D là. D calculé ici là. Donc, en ce moment, on peut calculer le pourcentage de cette masse-là en faisant le pourcentage, la masse obtenue, divisé par la masse totale et multiplié par 100. Donc, on peut avoir un pourcentage et dire que ce pourcentage-là, c'est comme pourcentage des passants de ce diamètre D. Les sols sont plus petits que le diamètre D. Voilà. Donc, en tout cas, si vous avez les deux, tamisage et puis l'hydrométrie là, vous pouvez les combiner quoi, pour avoir cette courbe. Une courbe comme ça. Les cercles là, ça c'est l'analyse avec les tamis. Maintenant, les triangles là, ça c'est l'analyse hydrométrique là. Donc, vous observez bien qu'il y a comme des erreurs là où les deux courbes se croisent là. Il y a une discontinuité qui se produit généralement. Ça arrive toujours. Un chevauchement. Là où ça se chevauche, là, il y a une discontinuité. Donc, qu'est-ce qui explique ça? C'est très simple. Cette discontinuité est expliquée par euh, le fait que les particules du sol là, sont généralement de forme irrégulière. C'est pas la même forme. Et aussi l'analyse avec les tamisages là, avec les tamis là. Cette analyse se base sur des dimensions intermédiaires. Et de l'autre côté, l'analyse hydrométrique là, elle utilise des diamètres des sphères équivalents aux particules. Elle considère que toutes les particules sont sphériques, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. C'est juste une assumption, une supposition. Voilà ce qui explique cette irrégalité-là, ou bien comment ce chevauchement. OK? Donc, je pense que c'est tout hein, pour cette deuxième partie du chapitre. Donc, on va revenir avec une autre vidéo pour faire une troisième partie pour terminer ce chapitre-là. Donc, on se dit merci et rendez-vous pour une prochaine vidéo pour terminer le chapitre. Merci bien.